puis en plus, le chemin qu'on a pris était saupoudré de trous d'obus d'impact quand même. On voyait bien que les Russes savaient très bien le chemin qu'on prenait. Tu avais des cratères à 1 mètre de notre chemin, voire certains sur le chemin. À droite, à gauche, tu avais des petits cratères de 3 mètres de diamètre, mais ça suffit pour te transformer en tapis de tipi. Tu vois. Et en plus, quand on est revenu, j'ai cru remarquer, ou alors c'était ma parano, qu'il y avait des cratères qui n'étaient pas là quand on avait fait l'allée. Tu vois. Mais il y a eu une arrivée de coups quand on s'est quand on était dans la tranchée. Ouais. Ouais, et ça c'était génial, c'est le seul moment où je filmais pas. Ça c'est quand même formidable, tu filmes le silence en disant bon ils vont tirer, comme ça on va montrer qu'on est beau, courageux et qu'on est sur le front. Puis finalement pour sauvegarder ta batterie t'éteins et là ils envoient un pélo. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous vous proposons un entretien avec Patrick Chauvel, grand reporter de guerre dont nous avons déjà fait le portrait dans notre magazine papier numéro 10. Après avoir couvert des dizaines de conflits à travers le monde depuis celui du Vietnam, il continue à plus de 70 ans de pratiquer sa passion pour le photoreportage en zone de guerre. De retour d'Ukraine, où Patrick était en mission pour Défense Zone, il nous parle de la situation sur place et des conditions de travail des journalistes sur le terrain. Pour en savoir plus sur cette thématique, nous invitons à jeter un œil à notre magazine papier numéro 11, dont le dossier est consacré à l'Ukraine et notre dernier reportage sur différentes lignes de front. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner au podcast en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc dans cet épisode un peu spécial, j'aimerais qu'on discute tous les deux du voyage qu'on a fait ensemble en Ukraine et puis des voyages que tu as fait avant, depuis l'invasion russe dans l'Est et puis dans le Nord aussi au tout début de l'Ukraine. Et on va en profiter pour reprendre un peu le conflit, pas par le prisme géopolitique ou actualité en continu, mais comment toi aussi tu l'as perçu en tant que reporter de guerre qui a fait beaucoup de conflits avant. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, je les encourage à écouter le podcast qu'on avait fait ensemble sur le podcast Photographe Pro 2.0 où tu avais parlé de ta vie de photographe et beaucoup de choses. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas et revenir un petit peu sur ton parcours ? Pour l'instant, je me définis et on me définit comme photographe de guerre. Moi, quand j'ai commencé ce métier, qui est plus une façon de vivre qu'un métier pour moi, parce que tu es rarement payé pour le faire, tu vois. Donc c'est plus un choix de vie, c'est-à-dire une vie d'aventure, une vie où tu vas vivre l'histoire avec un grand H plutôt que de la lire. Au départ, moi j'ai fait ça parce que je voulais, je le faisais à titre personnel, je voulais vivre une aventure forte, je voulais aller voir ce qui se passait dans le monde. Le prétexte, c'était de prendre un appareil photo pour pouvoir aller avec les gens, donc dire que j'étais journaliste. La chance que j'ai eue, c'est que les Américains m'ont cru. J'avais une carte de presse bidon, etc. Mais petit à petit, les raisons personnelles s'effacent face au drame auquel on assiste. Et d'un seul coup, on comprend qu'on a une responsabilité, parce que les gens se confient à nous, se laissent photographier. On assiste à des choses terribles, et qui pourraient faire comprendre ce qui se passe dans ces pays en difficulté, au public des pays en paix, puisque c'est souvent les pays en paix, les démocraties et les pays riches qui pourraient éventuellement changer la donne. Donc on s'aperçoit qu'on a une responsabilité, qu'on est le trait d'union entre les gens qui souffrent ou qui subissent l'histoire ou qui la fabriquent, et les gens qui voudraient savoir ce qui se passe dans le monde autour d'eux. Et donc on devient journaliste en fait. Donc c'est un peu moins drôle, mais c'est beaucoup plus passionnant aussi. Et du coup, je me suis amélioré en photo du mieux que j'ai pu, mais j'ai jamais fait d'école ni de photo ni de journalisme. J'ai eu la chance de fréquenter des gens comme Gilles Caron, comme Larry Burroughs, Henri Huette au Vietnam, qui ont été très très gentils avec moi, pas du tout concurrentiels, qui m'ont passé des films, qui m'ont logé, qui m'ont montré leurs photos, qui m'ont donné des conseils. Et puis le Vietnam, c'était dangereux, mais c'était facile. À partir du moment où tu acceptais le danger, c'était facile de travailler. Tu avais les autorisations de tous les côtés. Tu pouvais monter en hélicoptère avec l'armée américaine. Tu pouvais rester 3 semaines sur le front avec eux. Enfin, les fronts, parce qu'il n'y avait pas un front. Patrouiller avec eux, ils te logeaient, ils te nourrissaient. Donc, c'était la meilleure école possible. Et puis, j'avais le sens de l'éthique qui m'était rentré par tous les pores de la peau, puisque j'ai été élevé
à la fois par Schendorfer, par Kessel, par mon père qui était grand reporter, Schendorfer qu'on ne présente plus, cinéaste, caméraman à Dien Bien Phu, fait prisonnier, que son meilleur ami a disparu dans la jungle, mais il m'en parlait beaucoup, qui était un grand photographe, qui travaillait pour le CPAD, enfin ça s'appelait le CIRPA à l'époque. Schendorfer était caméraman pour le CIRPA. Voilà, Kessel, donc j'avais autour de moi des grands écrivains, des soldats, des caméramans, des aventuriers, mais qui avaient une éthique. Et ils m'ont montré la piste, ils m'ont montré le chemin à prendre, et ils m'ont expliqué voilà, qu'il fallait tenir sa parole, qu'il fallait toujours dire au plus près de la vérité, ne pas chercher le scoop, chercher juste la vérité. Et quand un militaire ou un civil te disait « je te dis ça pour ta sécurité ou pour que tu comprennes le sujet », mais c'est off the record, c'est-à-dire que tu gardes ça pour toi, il fallait mériter la confiance de ces gens et donc tenir sa parole. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout le long de ma carrière. Donc à partir de là, assez vite, certaines de mes photos ont été remarquées, même si elles n'étaient pas forcément remarquables. Mais comme moi je passais mon temps avec les soldats, un, parce que j'aimais ça, parce que j'étais tout le temps sur le terrain, et deux, parce que je n'avais pas les moyens d'être à l'hôtel de toute façon. Donc ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu des choses que les autres n'ont pas eues, puisque moi j'ai passé mon temps. Et du coup, les agences ont commencé à me remarquer et m'ont envoyé en Irlande. Bon, j'habitais à Saigon, mais je faisais des allers-retours. Et puis à partir de là, toutes les guerres se sont enchaînées. Puis voilà, je me retrouve aujourd'hui avec 53 ans de guerre à flux continu, plus de 40 conflits, enfin je ne les compte plus. Puis quand on compte un conflit, c'est le Liban, 2, c'est le Vietnam. Mais au Liban, j'y suis allé 20 fois. Donc si on dit, et puis c'était pas forcément le même conflit, ça se passait dans le même pays. Mais au début, c'est la guerre civile, encore une guerre civile. Mais après, c'est l'invasion, l'attaque des Syriens qui veulent prendre le Liban en 78. En 82, c'est l'invasion israélienne. À chaque fois, c'est une guerre différente, mais dans le même pays. Donc, quand on dit 43 ou je ne sais plus combien de conflits, mais si on compte à chaque fois les voyages, c'est complètement différent. Là, par exemple, en Ukraine, c'était la 6e fois que tu partais dans le pays. Quand je suis parti pour Défense Zone, ouais, c'était la 6e fois. Ouais. Et en Ukraine, on est partis ensemble. C'était la 6e fois. Alors l'Ukraine, il y a plusieurs choses différentes. D'abord, c'est deux armées en pleine puissance qui se battent. Donc en fait, je me suis aperçu en Ukraine que c'était la première fois que je couvrais un conflit entre deux États totalement équipés, des armées modernes. Et donc je me suis aperçu que j'avais couvert à la limite pratiquement que des guerres civiles. Alors la guerre en Tchétchénie, c'était pas une guerre civile, c'était encore les Russes qui envahissaient un pays, mais c'était une ex-république soviétique qui essayait de prendre son indépendance. Donc c'était presque une guerre entre guillemets frères, et c'était quand même encore un peu déséquilibré, même si les Tchétchènes étaient tous des anciens soldats de l'armée soviétique, hein, qui parlaient russe, ils connaissaient la tactique russe, ils avaient à peu près les mêmes équipements. Bon, ils avaient 5 chars, les Russes en avaient 400. Mais c'était presque une guerre entre deux pays. Mais c'était quand même déséquilibré. Il y avait une armée faible face à une armée forte. C'est pas pour ça que l'armée forte a gagné d'ailleurs. Hein. Mais bon, on voit bien qu'en Afghanistan, ce qui s'est passé. Mais l'Afghanistan, c'est pareil. Tu avais les talibans contre Massoud, tu avais d'un côté les Russes qui se battaient en Afghanistan, et c'est les Américains qui fournissaient les talibans. Après, voilà, à chaque fois, c'était à la fois des guerres à travers d'autres pays et une guerre civile. Et puis les talibans, ils avaient trois chars, quoi. Ils n'avaient pas grand-chose. Donc en fait, sur les 53 ans que j'ai couvert, la seule guerre où c'était deux États très bien équipés, ça a été Iran-Irak. Hein, il y a eu plus d'1 million de morts d'ailleurs, mais ce n'est pas une guerre que j'ai couverte. Il y a eu Israël contre les pays arabes, mais c'était aussi un petit peu déséquilibré, et je n'ai fait que 67, et ça a duré 3 jours, enfin 6 jours, quoi.
Et puis là, j'ai raté toutes les photos, de toute façon, donc on n'en parle plus. Et t'en parles dans ton livre, Rapporteur de guerre, où tu racontes cette histoire incroyable, où quand tu rentres en France, toutes les photos sont ratées, en fait. Complètement. J'avais un anti-sèche que m'avait filé un photographe. J'avais un Leica qui n'avait pas de cellule. J'avais 5 films. Et en fait, la seule photo qui est sortie du reportage, c'est il y a 3 photos de moi prises par un soldat israélien qui m'a emprunté mon appareil. Il savait s'en servir. C'est après ça que je suis rentré à François au labo. J'ai compris qu'il fallait quand même que je sache faire des photos. Ça peut aider. C'est mieux, voilà. Et là, je suis presque au point, là, maintenant. J'ai vu, tu te débrouillais plutôt pas mal. Je sais pas encore faire les légendes et envoyer, mais ça va venir. On travaille dessus. Je travaille dessus partout, parce que moi, si tu veux, je suis quand même le seul mec en Ukraine à avoir cherché une hôtesse de l'air à l'aéroport abandonné pour faire mes envois. Alors que tout le monde envoyait par Internet. Et j'ai encore en souvenir, au Salvador, plus d'aéroport, plus d'essence, les routes fermées. J'avais loué un cheval, et j'étais parti à cheval de San Salvador jusqu'au Costa Rica. J'avais prévenu Newsweek par téléphone, et il y avait un taxi qui m'attendait à la frontière avec l'enveloppe Fédéral Express pré-remplie. Je foutais les films dedans. Le mec allait à l'aéroport international, il était payé par Newsweek. Il envoyait les films à Miami. À Miami, un correspondant de Newsweek les récupérait, qui les foutait dans l'avion pour New York. Donc, si tu veux, tu savais si tu étais sur Aix ou pas 4 jours après. Ouais. Et après, il me fallait 2 jours pour revenir à San Salvador avec mon bourrin, quoi. Et je me rappelle, parce qu'on faisait des poules. De temps en temps, j'avais les films de CBS, de Gamma, et de temps en temps, c'était les autres. Mais alors, le problème, c'est que j'ai perdu le cheval pendant un bombardement. Donc le paysan qui me l'avait loué n'était pas content, il m'a fait payer la selle. Donc voilà, c'était une autre époque, et j'ai un petit peu de mal à m'adapter aujourd'hui. Par exemple, la photo que j'ai fait à Mossoul, et que mon fils a fait aussi, ça lui a coûté son appareil photo, enfin c'est 2 appareils photo du kamikaze qui se fait exploser avec sa voiture en tête de colonne de la Golden Division. Bon, je fais les photos, et derrière moi, à peu près à 50 mètres derrière, un peu tardivement parce qu'il se planque au début, il y a, je crois que c'est le mec d'AP qui fait un peu la fin de l'explosion. Et il vient me voir après en me disant mais t'étais devant, t'as fait la photo. Et je lui montre, il fait ok. Parce que lui, il n'a pas les soldats qui fuient, il n'a pas la série. Et puis j'ai appris qu'il avait une double dans Time et qu'il avait le World Press. Et quand le roi a vu mes photos, il dit mais t'es complètement con, tu l'as pas envoyé au World Press ni à Time, et tu l'as envoyé à qui? Je dis bah à personne. En fait, je l'ai proposé à Match et à VSD 2 semaines après. Il m'a dit ouais, donc il serait temps que tu te mettes au parfum de ce qui se passe en fait. Et alors c'était marrant parce que la réflexion de Jean-François, le roi, quand il a dit le World Press, là il n'y a pas photo. En fait, parce qu'il y a la photo. Mais tu sais, c'est comme la photo du char et du char. On n'avait pas cette éducation-là à l'époque. Elle n'a jamais été présentée à aucun prix. Et les 2 prix que j'ai eus, le Missouri, qui est la grande école de journalisme aux États-Unis, alors ça c'est du pop, c'est le seul prix où il n'y a pas d'argent. Et quand je disais à mes copains, tu sais que j'ai le Missouri, ils me disaient putain, j'espère que ça se soigne, tu prends des antibiotiques. C'est hyper connu en France. Et en fait, quand on m'a appris que j'avais le Spot News World Press pour la Tchétchénie, je suis tombé des nues, parce que je n'avais pas envoyé. Et en fait, c'est Newsweek qui, chaque année, envoie ce qu'elle estime ses meilleurs reportages photos. Et d'ailleurs, sur la plaque, enfin sur le papier, il y a marqué « Pour Newsweek, par Patrick Chauvel ». Ah, c'est eux qui ont le prix, quoi, à la limite. Bah, c'est moi, mais pour eux. Tu vois, parce que on n'était pas dans cette philosophie-là à l'époque. On était dans l'anonymat voulu. Nos photos étaient rarement signées. C'était Sigma. Et on faisait un peu partie d'un groupe, en fait. Et puis, ce qu'on nous avait appris, c'est que le journalisme, c'est l'art de l'effacement. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur l'image et le message. Le journaliste, il n'a pas à se mettre en avant. Surtout quand il est en image, puisque c'est lui qui fait l'image, donc il va pas se mettre dans l'image. On était loin
des selfies d'aujourd'hui. Ouais. Puis il y a aussi un changement vraiment radical sur le marché de la photo, de l'offre et de la demande. Tu n'avais pas besoin d'envoyer tes photos parce que les gens venaient te les récupérer, venaient te les demander. Ou alors tu étais en commande pour un journal, donc c'était naturel qu'en fait tu leur donnes les photos après. Tu n'avais pas besoin de diffuser sur une agence ou de faire comme ce que tu fais aujourd'hui, de pouvoir mettre sur des structures indépendantes, ce genre de choses. Oui, alors déjà, je ne le fais pas aujourd'hui, hein, je te signale, j'ai toujours... Si, tu fais dans DR maintenant. Oui, mais personne n'a vu les 6 voyages que j'ai faits en Ukraine. Je n'ai jamais envoyé mes photos sur aucun réseau. Personne, à la limite, ne savait que j'étais en Ukraine, sauf les 3 potes qui sont tombés sur moi dans un bar ou à l'hôpital, parce que je me suis quand même démerdé pour faire une occlusion intestinale. Comme dirait Rémi Ourdan du Monde, dans un pays où tout le monde se chie dessus, tu fais une occlusion, tu as vraiment l'esprit de contradiction. Et je travaillais pour Match, je travaillais pour RSF. Mais si tu veux, mes copains photographes me disaient, mais on voit pas tes photos sur les réseaux. Je dis, bah non, j'envoie pas mes photos sur les réseaux, et j'envoie pas ma gueule avec un gilet pare-balles, l'air idiot, pour montrer que je suis dans une tranchée pleine de boue. Ça m'intéresse pas, ça. Donc, effectivement, par contre, j'exagère, il faudrait que j'apprenne un peu parce que, toi, sur Mossoul, j'ai eu 8 pages dans VSD. Mais Stern, le New York Times, ils n'ont jamais su que j'avais été là-bas. Je suis vraiment débile, tu vois. Mes photos restent lettres mortes. En plus, c'est pas pro, quoi. C'est dommage. Mais je suis tellement pris par l'événement et l'envie de le faire. Et puis en plus, moi, j'ai basculé en texte et en caméra aussi. Donc, parce que sans ça, c'est invivable. Alors, ce qu'on nous a dit... Moi, mon père, quand je lui ai dit je veux être photographe de guerre, il m'a dit, bon, bah, c'est comme tu veux, mais... Il y a 2 choses que tu devrais savoir, c'est que les seuls photographes connus dont on parle, ce sont ceux qui ont été tués. Et deuxièmement, tu vas être pauvre toute ta vie. Et en fait, à part les mecs qui étaient en agence comme Associated Press, AFP, etc., comme Michel Laurent, qui avait un salaire, tous ses frais étaient payés, qui était excellent, et qui était un pote, heureusement, donc je dormais dans sa bagnole à Belfast. Et voilà, il y avait vraiment... le photographe des villes, le photographe des champs, quoi. C'était, mais il y a eu ce qu'on a appelé la période dorée. Ça a été surtout doré pour les agences. Alors nous, on avait cette chance-là, c'est qu'on nous envoyait. C'est-à-dire que Sigma me disait, tu pars, ou je disais, je pars. Quelquefois, c'était moi qui réagissais avant eux, mais ils étaient d'accord. Donc je pars en Iran. C'est la révolution, etc. Et lorsqu'on était sur place, l'agence appelait Newsweek, Time, Stern, Match... Hola, bref, tous les journaux du monde entier, tous les magazines, en disant il est là-bas. Et ils obtenaient des garanties et des assignments. Donc quelquefois, on travaillait pour 4 journaux en même temps. Donc tu pouvais te payer 4 fois $300 ou $400 par jour. Et l'agence prenait 60%. Donc en général, tu avais des mois où d'un seul coup, tu avais l'équivalent de 50 000 euros. Pour ta gueule, sauf que les 4 reportages suivants, tu allais coûter de l'argent, et le défaut que j'avais, comme certains autres photographes, c'est que quand il n'y avait plus de garantie, l'agence te disait, bon bah tu peux rentrer, on n'a plus de garantie, on estimait que l'histoire n'était pas finie, et donc à nos frais, on restait 3 semaines de plus. Et du coup, on perdait tout ce qu'on avait gagné, parce qu'on aimait rester sur place et comprendre l'histoire et d'aller plus loin. Donc la période dorée pour les mecs comme Henri Bureau, Alain Dejean, qui étaient des pros, quand ils n'avaient plus d'assignment, ils rentraient, ils travaillaient vite, donc ils étaient positifs sur la feuille de paye. Et puis on va dire les moins pros, mais qui étaient plus une façon de vivre, de rester dans l'aventure, on était à découvert. Moi j'ai travaillé pour SIPA Press de 69 à 75, j'ai toutes mes feuilles de paye ici. Je n'ai jamais été en positif. C'est-à-dire que le seul fric qu'il m'a donné, c'était des avances de frais que je devais à la fin du mois. Donc je n'ai jamais touché un chèque de salaire. Quand je suis rentré à Sigma, le premier reportage que j'ai fait en 75, je pense qu'aujourd'hui, il a dû rapporter 7 euros. Et la première fois que le patron de Sigma m'a appelé dans son bureau en me disant « Vous êtes en positif », je me rappelle, c'était 800 francs. Il a sorti le champagne?
Non, la bouteille était plus chère que ce que je touchais. C'était en 80. En 1980. C'est-à-dire de 75 à 80, j'étais à découvert. Alors, Sigma, contrairement à SIPA, il te filait une avance, ce qu'ils appelaient un manque à gagner. Alors, au début, c'était peu, et au fur et à mesure, comme tu avais un roulement de photos, ils augmentaient. Et quand ils m'ont envoyé à Miami, là, j'avais l'appareil, parce que quand Sigma a été acheté par une boîte, ils ont fait un audit, et j'ai été viré immédiatement. D'ailleurs, les 2 photographes de guerre ont été virés. Et moi, j'étais à moins 40 000 euros, je crois. Mais que le patron, qui était un patron de presse avant, on était ses danseuses, et puis il était fier d'avoir des mecs qui partaient sur les crews internationaux, parce que ça pouvait pas être qu'une agence de showbiz, quoi, ou d'alimentaire, tu vois. Mais c'est le showbiz qui faisait vivre la boîte, c'est clair et net. Tu vois, moi, j'ai jamais fait la couve de match de ma vie. J'ai fait 5 pages, 6 pages, 10 pages. La première fois que j'ai fait la couve de match, c'était il y a quelques mois avec Florent Pagny. J'ai fait la couve et 11 pages. Ça ne m'est jamais arrivé en 53 ans de conflit. Et en plus, toi, là, tu prends 11 000 euros. Et ça, le reportage, j'ai commencé à 11h du matin avec un verre de pastis. On a regardé les motos de Florent Pagny, on a regardé les voitures, on a rigolé, on a fait des tours dans ma Mustang, puisque je l'avais photographié avant à Miami dans la même Mustang. On a déjeuné. On a discuté, on a refait quelques photos. Et donc, au bout de 5 heures, j'étais chez moi en train de faire le papier et de choisir les photos. 11 000 euros, une coupe. La Syrie, quand je veux aller à Baghouz, tout le monde me botte en touche en disant l'accès est difficile, et puis il y a déjà des photographes locaux qui sont sur place. J'y vais à mes frais. J'ai contacte les journalistes qui sont là. Jolm, qui est à Erbil, en Irak, me dit qu'il a les autorisations des Kurdes, il m'envoie le moyen de faire la demande, et il m'attend. C'est un super pote, il est, journaliste écrit pour le Figaro, grand reporter. Donc je le retrouve à Erbil, on fait le voyage dans sa bagnole, ce qui m'aurait coûté 500 euros. On traverse la frontière, on arrive à Kamlichi, la capitale kurde syrienne, et je suis dans sa voiture avec son fixeur. Mais malgré ça, si tu veux, je finis par, match qui n'était pas intéressé, leur envoyer sur mon téléphone des photos en basse def, et ils disent « Ah ben t'as des bons trucs, on va faire 5 pages ». Donc je retourne à Kamlichi pour envoyer. Et donc je fais 5 000 euros. Je touche 3 008 si tu enlèves les charges sociales. Et je regarde après, même si parce que j'ai été aidé par Jolm qui m'a invité dans son véhicule, et on était logé par terre dans un bâtiment, donc on n'avait pas de frais, mais même comme ça, le billet d'avion, enfin plein de choses, ça m'a coûté à peu près 3 000 euros le voyage, puis je suis resté plus d'1 mois. Puis j'étais pas tout le temps avec Adrien Jolm, mais c'est lui qui m'a permis de le faire. Et donc 5 000, les charges sociales 3 008, 3 000 de frais, en 6 semaines j'ai gagné 800 euros. Donc voilà, t'as beau être connu, entre guillemets, avoir de l'expérience, etc., ça n'a jamais vraiment été la période dorée. Ça a été la période dorée parce que il y avait beaucoup de journaux, beaucoup de magazines, moins de photographes, et il y avait les agences qui avançaient l'argent pour nous. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'agences, c'est des banques d'images. Tu peux appeler beaucoup d'agences, ils ne vont pas t'envoyer, ils ne vont pas produire le reportage, ils vont le diffuser pour toi si tu veux. Donc c'est ça, là. Et puis en plus, il y a des milliers de photographes maintenant. Le métier est victime de son succès, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a eu un espèce de côté romantique du reporter de guerre, il y a plein de jeunes qui veulent vivre l'aventure, et je les comprends. Donc tu as été un peu responsable quand même, hein. Avec l'écriture de tes livres, ça a inspiré beaucoup de gens Oui, j'aurais mieux fait de dire que c'était un métier de merde, et que c'était impossible de le faire, et raconter des histoires chiantes, tu vois. Mais bon, c'est plus fort que moi, tu vois. J'aime ce métier, et je trouve ça très bien qu'il y ait plein de jeunes qui s'essayent. Il y a même un mec... comment il s'appelle déjà, Fred Marie, je crois, qui a osé essayer, tu vois, c'est complètement dingue cette histoire. Ouais, c'est complètement bête comme... Ouais, en plus,
Je pensais qu'il ne savait pas lire. Toi. Il sait même écrire des fois. Oui, il sait même écrire. Ouais. Non, ma connerie, ça a été de sortir le livre en braille, ça c'est sûr. Alors, voilà, donc revenons un peu sur... c'est passionnant, mais effectivement, l'Ukraine, d'un seul coup, on découvre un vrai conflit. D'ailleurs, il y aura sans doute beaucoup de journalistes tués qui n'ont pas l'habitude, y compris des pros, hein, parce que le problème en Ukraine, c'est que tu as une puissance de feu hallucinante, qu'on n'a pas vue depuis la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement, sauf la guerre Irak-Iran, encore une fois, où tu as une puissance... Alors, si à Grozny, les Russes avaient utilisé la même puissance de feu. Mais là, c'est des deux côtés. Et puis, c'est rajouter un truc qu'on ne connaissait pas, c'est les drones. Ils sont hyper dangereux, parce que, tu vois, tu as quand même un danger qui vient du ciel, mais autrement plus précis qu'un bombardement. Bombardement, c'est un peu la bataille navale. B3 coulé, c'est pas de peau, t'étais au mauvais endroit. Mais le drone, il peut te suivre. Il peut te suivre en vélo, il peut te suivre en bagnole, il peut te suivre même dans ton appart, quoi. Et s'il veut, il te descend. Donc ça, c'est une dimension de science-fiction. Et puis là, c'est pas 3-4 drones. Maintenant, les Russes ont plusieurs milliers de drones. Les Russes ont compris aussi, ils ont rattrapé leur retard. Là. Et c'est des drones civils en plus qui coûtent pas très cher, qu'on achète pour 1000, 2000, 3000 $. Et tous les deux, on s'est fait une petite frayeur d'ailleurs quand on a... Je sais pas si tu te rappelles, quand on a marché vers cette tranchée, on entendait le vombrissement des pales d'un petit drone, un DJI qui était au-dessus de nous, et on savait pas si c'était ukrainien, russe. Ouais. Puis en plus, le chemin qu'on a pris était saupoudré de trous d'obus d'impact quand même. On voyait bien que les Russes savaient très bien le chemin qu'on prenait. Tu avais des cratères à 1 mètre de notre chemin, voire certains sur le chemin. À droite, à gauche, tu avais des petits cratères quoi, de 3 mètres de diamètre, mais ça suffit pour te transformer en tapis de tipi. Tu vois. Et en plus, quand on est revenu, j'ai cru remarquer, ou alors c'était ma parano, qu'il y avait des cratères qui n'étaient pas là quand on avait fait l'allée. Tu vois. Mais il y a eu une arrivée de coups quand on était dans la tranchée. Ouais, et ça c'était génial, c'est le seul moment où je ne filmais pas. Ça, c'est quand même formidable. Tu filmes le silence en disant, bon, ils vont tirer, comme ça, on va montrer qu'on est beau, courageux et qu'on est sur le front. Puis finalement, pour sauvegarder ta batterie, t'éteins, et là, ils envoient un pélo. Quoi. Et toi, à un moment donné, tu as téléphoné à un copain, ou je ne sais plus, à quelqu'un de ta famille, en espérant qu'il y aurait un tir dans le fond sonore pour montrer que tu étais là. Et puis, au bout de 20 minutes de téléphone et plus de batterie, tu coupes ton téléphone, et là, ping, il y a un obus qui est tombé dans la rue d'à côté. Et ouais. Et là, en plus, quand j'ai fait le mortier sur le front qui tire, je croyais avoir éteint ma caméra et on se dirige vers la tranchée et on entend l'arrivée d'un missile. Tout le monde se jette dans la tranchée et j'allume. Et en fait, j'éteins. Alors, j'ai quand même le sifflement et les gens qui se jettent dans la tranchée, mais j'ai pas l'explosion qui arrive juste au moment où j'éteins. Et quand on rentre dans la tranchée, j'avais un plan génial, parce qu'on est en plein jour, puis on rentre dans le noir. Donc j'ai vraiment les mecs qui se précipitent dans la tranchée à 50 cm devant moi avec leur casque et leur flingue, donc ça a de la gueule, tu vois. Ça, je ne l'ai pas, évidemment. Et au moment où on rentre dans le noir de la tranchée, le mec, il avait les yeux, tu sais, de No Fear sur son casque, qui sont fluo. Donc à la fin, dans le noir, ça se termine avec ce regard. C'était génial comme plan. Je ne l'ai pas. Tu vois, c'est un métier, Coco. Mais bon, tout ça reste, pour parler plus sérieusement, une guerre extrêmement difficile à couvrir parce que c'est une armée extrêmement disciplinée, c'est une vraie armée, avec un service de presse très bien organisé, ils sont très bons en com, au point qu'ils bloquent et que c'est extrêmement difficile d'avoir accès au front. Et une fois qu'on a accès au front, c'est difficile d'aller au charbon vraiment, parce que d'abord ils ne veulent pas qu'il y ait des gens tués sous leur responsabilité, et il faut avoir un bon fixeur, il faut y aller longtemps, il faut connaître les mecs, et après on devient pote avec des commandants, des lieutenants, voire des sergents, et on peut à ce moment-là travailler un peu off the record s'ils ont confiance, parce qu'ils ont eux aussi, les soldats du terrain et les officiers, envie qu'on raconte leur histoire. Mais pour ça, il faut rester longtemps. Et rester longtemps en Ukraine, c'est 350 € par jour de fixeur, plus l'hôtel, plus la bouffe, etc. Donc il n'y a que les journaux, et les gens salariés par les journaux, comme Rémi Ourdan, et les photographes qui travaillent pour Le Monde, ou quand tu pars pour match, mes matchs, ils ne vont pas te payer 6 mois. Il n'y a que Le Monde qui en fait a des gens en permanence. Et voilà, c'est ça le problème, c'est l'accès.
et le coût. Sans ça, effectivement, c'est une grosse production et il y a largement des images à faire, hein, mais c'est difficile d'accès et c'est extrêmement dangereux. C'est vrai qu'on n'imagine pas forcément le danger. On le perçoit quand il y a malheureusement un journaliste qui se fait tuer, notamment ce JRI de l'AFP qu'on a pu croiser à Chassiviar et qui faisait comme nous, hein, qui tournait en voiture, qui attendait, qui restait pas trop longtemps au même endroit parce que c'est là où c'est dangereux aussi. Mais malheureusement, tu l'as dit, bataille navale. Il n'a pas eu de chance parce qu'ils ont pris, c'était des orques de Staline, donc c'était une volée de 5-6 missiles russes. Les orques de Staline, c'est hyper impressionnant, mais en fait, c'est pas très efficace. En fait, c'est efficace sur le moral. Ça sature une zone, mais si tu veux, si tu te couches à 15-20 mètres d'une impact, tu peux t'en sortir. Lui, une des roquettes est arrivée sur son corps, directement. D'ailleurs, ils étaient 5, c'est le seul blessé. Ça, c'est le seul mort. Les autres n'ont rien. Donc, alors lui, c'est vraiment pas de chance, quoi. Il avait une très bonne réputation. Et ce qui est terrible, c'est que ce mec, il est arrivé comme réfugié. Ses parents ont quitté la Bosnie, Sarajevo, à cause de la guerre en 1993. Et il est arrivé à l'âge de 2 ans en France. Et très vite, il s'est fait connaître, est très bon. Il a pratiquement été engagé par l'AFP à 18 ans ou 19 ans, quoi. Et c'était un copain de Rémi Ourdan du Monde, quoi. Il avait une très bonne réputation. D'ailleurs, on avait rencontré des journalistes, des filles qui nous avaient parlé de lui en disant il a les bons contacts, il est super sympa. Ouais. Et on est tombé nez à nez avec lui tous les deux. Comment s'appelait la ville ? À Chassiviar. Par de Bakhmout. Dans la rue, à côté d'un énorme cratère qui devait être un missile russe. Et on a papoté un quart d'heure. Et voilà. C'est une grosse perte parce que visiblement c'était un très bon journaliste, un bon mec, quoi. Mais c'est un métier dangereux, hein, on le sait. Mais l'Ukraine, c'est compliqué. Et puis c'est loin d'être fini. Le problème, c'est que voilà, moi j'ai pas les moyens de rester longtemps en Ukraine. Alors maintenant, je commence à avoir des contacts, toi aussi. Donc, mais voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Justement, en parlant de ce voyage en Ukraine, donc c'était ton 6e. Tu t'avais déjà couvert avant, tu parlais de la Grozny, tu parlais des Tchétchènes. Comment, alors toi, il me semble que t'es arrivé un peu trop en avance d'ailleurs, il me semble, t'avais un peu prédit le truc de l'invasion. Bah, c'était quand même assez évident que les Russes allaient y aller quand même. D'abord, les Américains nous prévenaient. Et puis moi, en fait, bon, à un moment donné, comme tout le monde, j'ai compris qu'il y avait des manœuvres un peu bizarres des Russes. Et donc j'avais appelé quelques correspondants à Moscou, le réflexe du journaliste, mais qui m'ont dit l'ambiance en Russie, qui m'ont dit il y a un relent. J'ai compris, d'après ce qu'ils disaient, qu'il y avait un mouvement patriotique organisé par le gouvernement russe. Ils rouvraient des académies militaires, ils relançaient des programmes avec des militaires dans les écoles. Et je me dis, ils sont en train de préparer la population à une guerre, quoi. Ils sont en train de raviver le patriotisme russe. Et donc j'avais appelé Match en leur disant, je pense qu'on devrait aller en Russie faire un reportage sur ça, sur ce phénomène de patriotisme. Et donc j'avais demandé avec une journaliste de Match, on a demandé un visa presse russe. Alors malheureusement, ça a pris 1 mois pour avoir le tampon sur le passeport. Et à partir de là, Match était d'accord, je suis parti avec cette journaliste. On avait rendez-vous avec une famille qui avait leur fils dans une académie militaire, plusieurs familles, et on avait l'autorisation de photographier et filmer une académie militaire. Donc on a pris l'avion le 18 février, Paris, Amsterdam, Saint-Pétersbourg. À Amsterdam, le commandant de bord, au moment où on se posait, a annoncé qu'on ne pouvait pas redécoller parce qu'il y avait une tempête sur l'Europe. On s'est retrouvés comme des cons à l'hôtel. Et là, je ne sais pas pour quelle raison, j'avais le nez qui me picotait, parce que tout ça avait pris trop de temps, le visa, les machins. J'ai rappelé des copains à droite à gauche, dans les 2 pays, Ukraine et... Parce que je connaissais quelques personnes en Ukraine, puisque j'avais été en 2019 dans le Donbass.
Et ils m'ont dit c'est très très chaud. Et donc j'ai appelé Match le lendemain matin en disant moi je pense que je devrais peut-être trouver un photographe en Russie et la journaliste continue le sujet, mais moi j'ai quand même envie d'aller à Kiev, quoi. Parce qu'à mon avis ça va pas tarder. Et bon, ils me connaissent, ils me font confiance, ils m'ont dit ok, on te déroute. Et j'ai pris un vol Air France Amsterdam-Kiev le 19 février. Je crois que c'était le 19. Et ils m'ont envoyé Nicolas Delesalle de Match, qui a pris un vol Paris-Kiev, qui est arrivé 1 heure après moi. Donc je l'ai attendu à l'aéroport. Et on a commencé le reportage en interrogeant les gens dans les bars, dans les restos, dans la rue. Et on est arrivé donc par un vol régulier avant tout le monde, quoi. Et on ne s'était pas trompé. Ouais, puisque l'attaque a lieu 2-3 jours après. Le 24. Ouais. D'ailleurs, mes premières photos, c'est des gens qui s'arment, des civils, et c'est des photos faites le 21 février, c'était avant l'arrivée des Russes. On voit des civils avec des femmes avec des shotguns. Et là, c'était la défense territoriale qui s'organisait. Enfin, ça se préparait quand même. Bon, après, j'ai été moins bon. Parce que voyant qu'il ne se passait rien à Kiev et n'écoutant que mon courage et mon intelligence légendaire, je suis parti dans le Donbass. Et une fois dans le Donbass, ben, ça a pété à Kiev. Bravo Chauvel. C'est-à-dire que tous les mecs qui sont arrivés en retard avaient les images, et moi qui étais arrivé en avance, j'avais que dalle. Enfin, après, on s'est rattrapé en prenant le train de réfugiés à Zaporizhzhia, et on est remonté avec les réfugiés, donc ça c'était vraiment le sujet du moment. Et on est monté avec les réfugiés dans le train, donc c'est un reportage incroyable, qui a gagné d'ailleurs le prix Bayeux en texte. Nicolas Delesalle écrit très bien. Et donc là, on ne s'était pas trompé, du coup on a rattrapé notre retard très vite. On a fait le premier Paris Match sur l'événement avec notre reportage sur les réfugiés. Et après, bon voilà, on a couvert la guerre. Malheureusement, notre fixeur qui nous a aidés sur le front, qui était un grand photographe ukrainien, Max Levin, qui à un moment donné nous a dit, quand on était dans le Donbass, et qu'il a appris que Kiev était attaqué, je vous laisse tomber quelques jours, je remonte sur Kiev pour mettre ma famille à l'abri. Et malheureusement, il a disparu dans les alentours autour de Kiev pratiquement une semaine après. Et ils ont retrouvé son cadavre presque un mois plus tard. Il avait été sommairement exécuté par les Russes. Et donc après, moi, ça m'a vraiment mis en colère. J'ai contacté RSF. Et RSF m'a financé 2 autres voyages pour faire l'enquête sur lui. Et du coup, j'en ai profité pour travailler un peu, grâce à RSF, sur les à côté, quoi. Puis après, j'ai refait 2 reportages pour Match, quoi. Une interview one-on-one pour eux, mais là j'étais en texte et en photo du ministre des Affaires étrangères. Et après, je suis parti pour défendre Sceaux. Et là, sur ce reportage, ensemble, on a pu faire on a fait pas mal de choses au final. Oui, on s'est bien démerdé malgré les problèmes. Ouais. Et finalement, on a pu faire des choses avec à la fois l'armée régulière et à la fois les bataillons de volontaires, qui est un sujet ultra intéressant et qui est... C'est vrai que c'est dans l'air du temps, parce qu'on se rend compte que si demain il y a une guerre, même en France, c'est peut-être quelque chose qui va revenir en force aussi, ce côté bataillon de volontaires. Toi, comment tu l'as perçu? Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage? Je retiens, mais ce que je savais à peu près déjà, que j'avais déjà vu avant la guerre même, c'est le côté extrêmement patriotique des Ukrainiens, quoi, où tout le monde d'un seul coup se mobilise, y compris des gens qui ne sont pas appelés. Tu as des civils comme tous ces jeunes qui sont très doués en informatique, qui se sont portés volontaires eux-mêmes, et qui d'ailleurs sont même presque pas habillés en uniforme, qui sont planqués dans les maisons détruites très près du front, et qui travaillent sur les ordinateurs, sur les drones, sur écouter les Russes, qui font du renseignement, qui font du rance, et qui ont entre 17 et 18 ans. Il y a des jeunes filles qu'on a vues, hein, on a travaillé avec eux,
Et il y a ce côté, cet élan patriotique incroyable qui est presque démodé dans nos sociétés aujourd'hui, qui est très surprenant chez les Ukrainiens. Et puis là, on a aussi mesuré le danger des drones, quoi, parce que quand on a fait ce petit chemin là, on a dû marcher 1 kilomètre ou 2 kilomètres totalement à découvert dans un espèce d'espace, c'est presque un no man's land, entre le type qui nous dépose déjà la route, il roule à fond la caisse, il y a des carcasses de chars, des obus non explosés, et était totalement à découvert. Pour un drone, un véhicule, c'est une bonne cible. Et ils savent très bien, les Russes, que sur cette route-là, il n'y a pas de civils, même si la voiture est civile. Et puis après, ils nous déposent, ils nous larguent. Et on a, c'est au moins 2 kilomètres de chemin de terre totalement à découvert, même si tu longes des buissons. La piste est totalement jonchée de cratères pour arriver dans les tranchées. Et alors, moi, c'était la première fois que j'avais accès, sauf en 2019, à des tranchées où tu es en première ligne, en fait. Quand on est arrivé, le premier truc que le commandant nous a dit, c'est baisser les têtes parce que les snipers russes sont à 500 mètres de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Donc baissez-vous, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu une arrivée d'obus au moment où... En fait, il suffit que j'éteigne ma caméra ou que j'aille pisser pour que ça tire. C'est un bon indicateur, effectivement. Ouais, voilà. Si tu me vois éteindre ta caméra, lève ton appareil photo. Parce qu'avant, sur les autres guerres, je prévenais les collègues à la fin, parce que ça m'était arrivé 20 fois, j'ai préparé vos boîtiers, je vais pisser. C'était en général quand je pissais, c'est-à-dire que je ne pouvais rien faire d'autre, qu'il y avait commencé les attaques. Donc... D'ailleurs, je me rappelle ton regard, je le vois encore comme c'était hier, ton regard tellement heureux quand le mec nous a expliqué, et qu'on nous a traduit, du coup, notre fixeur, il nous a traduit qui disait que... On t'a demandé est-ce qu'il se passe des choses sur cette ligne, sur cette tranchée, et que le mec a répondu oui, bah hier, les Russes ont essayé de rentrer, ils ont rebroussé chemin quand ils ont vu qu'on avait les mines à côté, mais aujourd'hui ça va, c'est safe. Voilà, c'est ça qui est bien. J'ai jamais, dans toute ma carrière, j'entends très souvent oh, vous seriez venu hier. Ou après, le mec t'appelle en te disant putain, 2 heures après que tu sois parti, en fait, voilà, le b.a.-ba du métier, c'est tu t'installes à un endroit et parce que les gens me disent quand est-ce que tu décides de rentrer. Je réponds quand j'ai les images, quand j'ai l'histoire. Je me dis pas je vais arriver le lundi et partir le mardi. J'arrive le lundi et j'attends. Et je ne reste jusqu'à ce que j'ai l'histoire. Mais là, ça coûte tellement cher, l'Ukraine, tu es bien obligé à un moment donné de botter en touche. Et puis en général, ils te laissent rarement passer la nuit au front. Le fixeur a beau avoir les bons contacts, à un moment donné, le commandant de secteur va dire « Ok, je donne l'autorisation pour aller sur cette zone, mais il reste 3 heures. » C'est hyper difficile de rester. Moi, j'avais obtenu en 2019 de passer 2 nuits ou 1 nuit sur le front, mais ce qui était très rare. En général, il t'emmenait à midi, et à 5 heures de l'après-midi, il t'exfiltrait. Oui, puis au-delà de la difficulté technique et puis financière, il y a aussi mine de rien, un peu le danger, je sais que t'aimes pas ça, mais le danger physique quand même, mais tu vois... Ouais, ça, ça, on le sait, c'est un métier dangereux, hein, c'est pas une info, ça. C'est un métier dangereux, tout le monde le sait. C'est bien de le rappeler, tu as raison, parce qu'il y a quelques jeunes photographes qui partent un peu la fleur au fusil. Et voilà, Justement, toi qui as... Je sais que ça t'embête quand je te dis ça, mais toi qui as une expérience dans le domaine... Ouais, on l'a bien vu. Hein. Une longue expérience dans le domaine. Comment, si tu devais donner un conseil comme ça à un jeune qui veut partir en zone de guerre pour faire du reportage, déjà, un jeune banquier, je dirais, ne finance jamais un reportage. Ça, c'est déjà la première expérience. Mais alors, sur la question du risque, par exemple, très, très concrètement, quand tu es parti avec ton fils à Mossoul, tu restes quand même père. À aucun moment, tu t'es inquiété ? Pas vraiment. Enfin, oui, t'as une toute petite inquiétude parce que c'est ton fils, mais en même temps, très vite, tu te raisonnes en disant, d'abord, je suis mal placé pour dire que c'est de pas venir. J'étais plutôt fier de lui. Il a eu envie. Et ça prouve qu'il
qui s'intéresse au monde, ça prouve qu'il a l'esprit d'aventure, ça prouve qu'il est courageux. Et il l'a démontré, hein, parce que après son premier réflexe surpris de tourner le dos à l'explosion, il s'est quand même retourné. Et quand on commence à se barrer et qu'on décide de revenir, alors qu'il y a un vrai danger, c'est hyper compliqué, et donc c'est courageux. Donc ma fierté était plus forte que mon inquiétude. Voilà. Donc, oui, bien sûr, quand c'est son fils, mais en même temps, il y a des civils et des militaires qui meurent. Donc voilà, la mort, malheureusement, la mort d'un journaliste qui a choisi d'être là, il prend ses responsabilités. Donc c'est triste, c'est toujours un témoin qui disparaît, tu vois, mais ça fait partie de l'histoire, quoi. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand d'un seul coup, d'abord, de quoi il se mêle, le gouvernement dit on va faire une enquête sur crimes de guerre. C'est complètement débile comme phrase, tu vois. Il prend un missile, le mec qui a tiré le missile, qui est peut-être à 50 km ou 30 km de là, il ne sait pas que le mec de l'AFP est à tel endroit. C'est juste un métier dangereux. Alors, Max Levin, oui. Max Levin, c'est un crime de guerre. On exécute froidement un prisonnier qui se trouve en plus être journaliste. Et il est identifié comme tel avec ses appareils photo. Il a presse écrit sur le casque et sur le gilet pare-balles qu'on lui enlève pour l'exécuter. Ils n'ont pas plus le droit d'exécuter le soldat qui était avec lui, hein, parce qu'à partir du moment où tu es prisonnier, on n'exécute pas un prisonnier. Mais si en plus c'est un civil et en plus un journaliste, c'est non seulement l'exécution d'un civil, et c'est aussi l'exécution... Enfin, c'est un crime contre la liberté d'expression, le journaliste. Donc là, oui, c'est exceptionnel. Là, oui, il faut faire une enquête. Là, c'est un crime de guerre. Mais les 2 journalistes français, les plus récents qui ont été tués, c'est pas de chance. C'est des journalistes courageux qui faisaient leur métier en zone dangereuse. Ils connaissaient les risques. Et malheureusement, ils ont payé le prix fort. Et donc, respect... on leur rend hommage, mais c'est pas un crime de guerre, je suis désolé. Parce que si on utilise bêtement ce terme, alors que c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on va utiliser comme terme quand c'est vrai, quoi ? À force de galvauder les mots, on n'aura plus de mots quand il s'agira de parler vraiment de crimes de guerre. Tu vois ? C'est comme quand on dit nous sommes en guerre contre le Covid. Avant, je ne savais pas que le Covid avait des tanks. Tu vois, on n'est pas en guerre, on est en lutte contre une épidémie. Parce que si on utilise guerre contre le Covid, on utilise quoi quand il y aura la guerre ? Oui, c'est que les mots ont une importance. C'est comme encore ce matin, avant qu'on se voit, j'ai allumé la télé, je ne sais pas ce qui ça m'a pris d'ailleurs, mais pour regarder ce qui s'était passé à Marseille la nuit dernière sur les émeutes, et une passante qui était interviewée par le mec de BFM, et la nana lui disait, le mec lui pose la question, ça vous fait penser à quoi quand on voit ces rues avec les supermarchés éventrés, machin ? La nana elle dit, c'est la 3e guerre mondiale. Et là, t'allais dire, mais... Ouais, bien sûr. La 3e guerre mondiale. Voilà, et à force de galvauder les mots veulent plus rien dire, et après on devient muet, quoi. Donc il faudrait arrêter de faire des effets d'annonce et agir, plutôt. Peu de mots et beaucoup d'actions serait mieux, quand même. Et nous, les journalistes, on est là pour ça. Et je rends hommage à la fois à Max Levin et aux 2 reporters français qui ont été tués, tu vois, et à d'autres, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a eu un franco-canadien, il y a eu un américain, il y a eu une russe, deux journalistes russes qui ont été tués. Il y a eu beaucoup d'Ukrainiens, il y a eu beaucoup de blessés. C'est un métier dangereux, on le sait, on ne va pas en faire une affaire, quoi. Mais il faut que les jeunes qui veulent faire ce métier le sachent. Que quand tu pars sur un conflit comme ça, tu ne vas pas forcément gagner d'argent. Qu'ils arrêtent de croire qu'ils vont de faire ce métier pour être connus. C'est normalement l'art de l'effacement, le journalisme. Donc, alors après, on me dit, ouais, mais toi, t'es connu. Je dis, oui, mais c'est un peu... ça a pris 50 ans. Et puis, j'ai pas fait ça pour ça. Est-ce que c'est pas ça, peut-être, le secret, si on devait dire qu'il y a un secret, le fait de ne pas faire ça pour justement soit l'argent, soit la célébrité, soit en fait vraiment faire ça par qu'on soit vie, payé honnêtement, c'est normal, et c'est une marque de respect. Et il faut respecter les gens et donc bien les payer. Mais
moi, j'avais proposé à un moment donné que les journalistes qui voulaient faire la guerre aient tous le même salaire, un salaire honnête, et pour qu'ils puissent vivre bien normalement quand ils sont rentrés au pays, et qu'ils ne soient pas signés. Parce que ça aurait éliminé pas mal de gens qui font ça pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire ceux qui voulaient faire ça pour être connus, out. Ceux qui voulaient faire un scoop pour gagner plus de fric, scoop ou pas, ils seraient payés pareil, donc out aussi. Donc il n'y aurait que les mecs qui font ça parce qu'ils sont passionnés par l'histoire, qui s'intéressent aux gens et qui veulent raconter l'histoire, qui sont des passeurs. On est le trait d'union entre les gens qui souffrent et les gens qui peuvent faire quelque chose. Et évidemment, tout le monde m'a envoyé chier. Après, j'avais fait une autre proposition qui a vachement plu. J'ai dit, comme le showbiz rapporte beaucoup d'argent et l'alimentaire à Sigma, on taxe tous les reportages du showbiz de 20% qu'on balance sur le budget des grands reportages de guerre. Donc là, il y avait à peu près 20 photographes qui faisaient ça sur 25 à Sigma. Donc tu vois à peu près la réponse que j'ai pu avoir. Donc c'est raté. Mais c'était une proposition, je pense qu'il y aurait moins de monde. Donc les gens qui iraient sur le terrain auraient plus de moyens. Ouais, mais ça fonctionnera pas avec le modèle économique de la presse, tu le vois bien. Il n'y a pas de salaire minimum on peut même pas parler de salaire parfois, donc... Ils ont même baissé tous les tarifs baissent, piges, ouais. Alors que les prix des hôtels, de l'essence et des transports et des fixeurs ont augmenté. C'est génial, c'est inversement proportionnel. C'est formidable. Et en plus, il y a pratiquement plus de journaux et 100 fois plus de photographes. On va finir par répondre ce qu'on répond aux jeunes actrices en Californie, c'est qu'en général, quand tu rencontres une jolie fille dans un bar ou un beau mec et que tu lui dis qu'est-ce que tu fais dans la ville, type je suis comédien, et tu lui réponds immédiatement, ah bon, dans quel café? Parce qu'ils sont tous serveurs, tu vois. Et aujourd'hui, tu pourrais dire à un mec, d'ailleurs mon fils et d'autres jeunes, qui te disent, voilà, je suis photographe de guerre, et tu dis, ah ouais, dans quel café, t'es serveur? D'ailleurs, c'est ce que je faisais au début, hein, quand je rentrais du Vietnam et de certains reportages au tout début, j'étais disc jockey au Rock'n'Roll Circus, où j'étais barman, et j'étais aussi chauffeur de maître. Tu vois, il y avait une boîte, il s'appelait Monsieur Martin, c'était un peu l'ancêtre de Uber. Il avait une dizaine de bagnoles, et une dizaine de chauffeurs, et moi j'étais sur sa liste, et je prévenais quand j'étais à Paris. Il fallait acheter une cravate et une veste. Et il pouvait t'appeler à n'importe quelle heure en disant, bon, voilà, j'ai besoin de toi pendant 3 heures, c'est payé tant. Et t'allais chercher la Mercedes, t'allais chercher des touristes japonais, et tu faisais les nightclubs, les machins, et t'étais bien payé, et avec cet argent-là, je partais en reportage. Donc c'était la même réponse que pour les acteurs. Je suis photographe de guerre, oui, dans quel nightclub, dans quel bar. Et d'ailleurs, il y a eu un truc très étonnant, c'est qu'à un moment donné, j'avais photographié Kolwezi avec la Légion, et Mobutu Sese Seko était venu rendre visite aux troupes, je l'avais photographié. Et Martin m'appelle, un après-midi paniqué, il me dit « Tu parles anglais, le chauffeur habituel de la femme du président zaïrois est malade, est-ce que tu peux aller la chercher ?» Parce que son mari, président, est en visite officielle à Paris. Et il a trimballé, donc je vais à Avenue Foch, je récupère madame. Et en fait, c'est pas madame qui descend, c'est le président. Avec son comment on appelle ça, c'est pas son garde du corps, le général qui l'accompagne. Et il me dit, je dis on va où? Et il me dit à l'Élysée. Il était reçu officiellement. Tu vois. Et moi j'étais là, merde, parce qu'à l'Élysée, évidemment, de chaque côté de l'entrée, tu avais 60 photographes qui allaient photographier l'entrée de l'Élysée, de la visite officielle. Et j'en connaissais la moitié. Et moi j'étais comme un con avec ma cravate. Et donc à un moment donné, à un feu rouge, je dis, excusez-moi. Donc ils sont un peu outrés que j'ose parler, tu vois. J'ai dit parce que, en fait,
comment vous dire, je vous ai photographié. Donc l'autre, il me prend pour un mytho. Je suis chauffeur. Enfin bref, en quelques mots, j'explique la situation et je dis, est-ce que c'est possible que je ne vous ouvre pas la porte à l'Élysée et que même... enfin voilà, j'explique le truc. Et on arrive, ça les pneus qui crissent, je vois tous les photographes. Alors, ils ne m'ont pas tout de suite reconnu. Et à un moment donné, il me voit, quoi. Et le général, en sortant de la voiture, dit « À tout à l'heure, Patrick ». Et je me gare avec les autres véhicules, et là, je sors de la bagnole, et là, tous les photographes s'approchent de moi en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je dis « C'est un pote. Je fais un day in the life sur lui. » Donc là, je l'amène avec ma caisse, et ils m'ont regardé genre qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Tu sais qu'une fois, je livrais du café pour gagner ma vie. Donc j'allais l'après-midi à Sigma et le matin, je me levais à 6h du matin. Il y avait une compagnie de café en banlieue. Je récupérais une camionnette. J'avais une blouse bleue en nylon, bleu pétard, tu vois, avec un énorme grain de café dans le dos et sur la pochette en relief. Et marqué « Café sans égal, sans égaux ». Et je livrais les restos. Et moi, je faisais vite pour être libre l'après-midi, où je faisais des déménagements avec la camionnette, où j'allais à Sigma, en disant alors, qu'est-ce qui se passe? Et les photographes étaient persuadés que j'étais très riche, parce que je refusais tous les reportages de showbiz, et j'étais tout le temps à la recherche d'un reportage de guerre. Et ils disaient, mais comment il vit, quoi? Et en fait, ils ne savaient pas que je livrais du café. Et un jour, j'arrive au Flore un peu en retard à l'heure du déjeuner, et je vois Alain Dejean, le grand photographe de Sigma, assis avec une copine en terrasse, et je change mon petit casier avec tous les cafés, je le passe comme ça pour planquer mon visage, je passe devant lui, et je ressors avec le casier comme ça. Et je vais à Sigma à 3h l'après-midi, il se précipite sur moi, il fait « Oh, dis donc, j'ai déjeuné au Flore, et il y a un mec qui livrait du café, c'était ton sosie. » C'est génial. Et donc ça, c'était aussi ça, tu vois, pour faire ce métier. Donc, mais c'est toujours le cas, en fait. C'est toujours le cas, oui. Sauf qu'il est plus difficile aujourd'hui d'avoir un deuxième job. Tu vois. Et je sais pas, si t'écoutes Macron, c'est assez simple de trouver du boulot. Hein. Ouais, c'est ça. Tu fais le tour du Vieux-Port, t'as trouvé 10. Ouais. Non, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour les jeunes photographes. D'abord, faire un reportage, c'est plus cher. Les différentes armées et gouvernements ont compris la puissance de la presse et donc essayent de la contrôler. Il y a beaucoup moins de journaux. Il y a les réseaux sociaux qui nous font concurrence déloyale. Il y a le grand public qui méprise la presse aujourd'hui, qui nous croit plus. Il y a tout le système fake news qui a été mis en place par Trump et qui est catastrophique. Et puis il y a l'IA qui arrive aussi. Voilà, en plus il y a l'intelligence artificielle qui va tout foutre en l'air. Enfin, c'est une catastrophe. Et il y a beaucoup plus de photographes qu'avant. Parce que les appareils étant devenus des computers, tu jettes ton Nikon en l'air, il retombe, tu as 2 doubles dans le match, toi. Et en plus, tu peux faire 3000 photos dans la journée et en choisir 2 en disant t'es génial. Donc la qualité augmentée du matériel a fait baisser la qualité de l'opérateur. Parce qu'avant, si tu n'étais pas un bon photographe, j'en ai la preuve, c'est que mon premier reportage, il n'y avait rien. Si tu ne connaissais pas et tu ne maîtrisais pas l'outil, ben, tu bossais pas. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin, n'importe qui peut prendre un Canon, un Nikon, un Fuji, et faire des bonnes photos, parce que c'est l'appareil qui va tout faire. Donc tu as aussi ce qui a fait que là, voilà, on a été envahi par plein de gens qui veulent faire de la photo et qui ne sont pas faits pour ça, quoi. Donc il y a plus de candidats, moins de boulot, pratiquement plus de journaux, un irrespect de la presse et l'augmentation des prix. Donc c'est une catastrophe, c'est pratiquement un métier sinistré, quoi. Pour terminer sur une note plus positive quand même, j'encourage les gens à aller regarder le reportage dans Défense Zone qu'on a pu faire ensemble sur la guerre en Ukraine et montrer qu'on continue quand même de produire des choses et qu'il y a des choses à faire et effectivement c'est compliqué, il y a encore de belles choses à faire. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, un dernier conseil à
aux gens qui nous écoutent, peut-être concernant le photojournalisme et la photographie de guerre? Alors, apprends à faire des très bons cocktails. Comme ça, tu pourras être barman et tu pourras te payer tous les reportages que tu veux. Non, il y a encore des gens comme ton agence, comme ton journal, qui croient à ce métier et qui vont essayer d'envoyer des jeunes photographes. Il y a Le Monde, qui est quand même le seul à pratiquement envoyer des photographes tout le temps. Il y a un roulement, tous les 15 jours, c'est un photographe qui change et ils font travailler beaucoup de jeunes. D'ailleurs, j'ai essayé de leur dire que j'étais né en 1990, mais ils m'ont pas cru. Il y a Paris Match qui quand même envoie des gens, tu vois. Donc heureusement, il y a encore des organismes de presse qui y croient et qui envoient des gens. Ce qui n'est pas évident parce que avec la qualité du matériel et le fait qu'on peut envoyer de n'importe où, tu as tous les journalistes locaux qui sont excellents, qui envoient. Donc pourquoi prendre le risque, prendre une assurance, payer le billet d'avion et l'hôtel d'un mec qu'on va envoyer de Paris, même s'il est excellent, il peut être dans la rue à gauche et que l'événement se passe dans la rue à droite. Alors que s'ils achètent les photos déjà faites des correspondants locaux, ils sont sûrs d'avoir de la qualité. Et ils n'ont ni la responsabilité du mec s'il est blessé ou tué, ni l'hôtel, ni l'avion, ni la bouffe. Et c'est ça aussi qui nous a tués. C'est les agences filaires, quoi. Mais on ne peut pas reprocher aux Ukrainiens de faire les photos de leur histoire. Sauf que il est toujours important d'avoir un œil extérieur. Parce qu'un Ukrainien, c'est sa guerre, c'est sa patrie. Il sera toujours partisan. Ouais. Il sera toujours partisan. Alors nous aussi, un peu quand même. Mais bon, on va dire que techniquement, légalement, philosophiquement, il faut un journaliste de la presse internationale pour couvrir un conflit, puisqu'il est normalement pas concerné en tant que patriote, on va dire. Et donc il faut les deux. Ouais, c'est clair. En tout cas, ce qu'on retient, c'est surtout le fait qu'il faut être passionné et que c'est important de garder cette passion intacte. Ça, c'est les jeunes, je l'ai vu. Les jeunes que j'ai rencontrés, que ce soit le jeune de l'AFP qui a été tué, c'était que des gens passionnés et passionnants. C'est une façon de vivre. C'est un métier fantastique. Et la relève est largement assurée. Ça, on a vu plein de jeunes qui sont formidables, quoi. Voilà. Tu vois, que ce soit de Vigry, Laurent Jay, Gaël Girbe, et encore, il y en a plein que je ne connais pas. Comment elles s'appellent, les deux filles qu'on a rencontrées qui étaient incroyables? Milena de LCI, ouais. Et Morgane. Ouais. Voilà, vraiment une équipe incroyable. Tu vois, ces deux filles incroyables, vaillantes. D'ailleurs, elles nous ont battus sur elles sont allées à un endroit où on avait été, nous on n'a rien eu, et elles ont eu quelque chose. Elles ont eu plus de chance, effectivement. Oui, mais la chance, ça fait partie du métier. Un journaliste qui n'a pas de chance, c'est une chose professionnelle, une faute professionnelle. Et elles étaient très très bonnes et très impressionnantes. Donc, tant qu'il y aura des gens comme ça, on est optimiste. Et puis s'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de crime, donc... Merci Patrick pour cet échange et on renvoie les gens sur le site du collectif DR aussi pour voir tes productions, tes dernières prods et puis bientôt dans tes livres, tes nombreux livres que tu as pu rédiger depuis le début. Et le prochain il sort bientôt, là il sort à la rentrée, quoi. Yes, on verra, je mettrai les infos en description pour ce bouquin et puis... En fait c'est Rapporteur de guerre et les pompes de Ricardo Jésus, on a tout mélangé, puisque Rapporteur de guerre est plus diffusé, donc j'ai récupéré les droits, et c'est chez Calment Lévy, et on va mettre les deux bouquins en un, et on va rajouter, parce que ça a été écrit il y a plus de 10 ans, l'Égypte, la Libye, l'Irak, la Syrie et l'Ukraine. Donc ce sera un espèce de résumé plus large de ce qui s'est passé avec quelques photos, quoi. Génial. J'ai hâte de découvrir ça et je pense à les gens qui nous écoutent aussi. Merci Patrick. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.